Mon frère s'est vanté d'avoir vendu mon Pantouse pour 5,2 millions d'euros. Mais lors du dîner, l'agent fiduciaire l'a appelé, il n'avait aucun droit sur mon bien. La police et moi, le vrai propriétaire, allions être contactés. J'ai vendu votre Pantouse de luxe aux enchères aujourd'hui, a annoncé mon frère Alaric avec un sourire suffisant, se penchant en arrière dans sa chaise en velours comme s'il venait de conquérir le monde. Autour de la table du dîner, mes parents ont éclaté en applaudissements tandis que des cigares coûteux circulaient et que des verres en cristal s'entrechoquaient en célébration. Ils le traitaient comme un héros pour avoir volé la seule chose que j'avais bâtie entièrement seul. Puis il m'a souri et m'a dit, « Tu n'as jamais été de la famille, juste l'idiot qu'on a gardé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre. » Ces mots ont fait plus mal que le vol lui-même. 5,2 millions d'euros avaient déjà été divisés avant même que quelqu'un ne demande où j'étais. Mais quelques secondes plus tard, son téléphone a sonné. Il a fièrement mis l'agent fiduciaire en haut-parleur, s'attendant à d'autres éloges. Au lieu de cela, une voix froide a gelé toute la pièce. Et à cet instant, tous les visages souriants autour de cette table ont commencé à changer. Avant d'expliquer ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre comment ma propre famille est devenue convaincue qu'elle pouvait voler ma vie sans conséquence. J'ai vu la couleur de son visage s'évanouir complètement. Le cigare a failli glisser de ses doigts tremblants. Je suis resté assis, sirotant mon eau pétillante, ressentant un sentiment profond et sombre de satisfaction absolue. Ils étaient terrifiés, cherchant une explication autour de la pièce, complètement inconscients que le bourreau de leur précieux enfant prodige était assis juste en face d'eux. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment spectaculaire de destruction, je dois vous ramener en arrière. Je dois vous montrer exactement pourquoi je l'ai laissé creuser sa propre tombe et pourquoi je lui ai personnellement tendu la pelle. Je m'appelle Aimé. J'ai 34 ans et, toute ma vie, j'ai été l'enfant invisible de ma famille, le fantôme, le bouc émissaire. J'étais cadre en banque d'investissement. Je travaillais 80 heures par semaine, portais des costumes, jouais le jeu de l'entreprise et amassais une fortune que je canalisais discrètement vers des investissements immobiliers privés. Mais il y a quelques années, j'ai réalisé que je m'épuisais à impressionner une famille qui ne se soucierait jamais de moi. Alors, j'ai démissionné. J'ai quitté le cabinet pour devenir gestionnaire de portefeuille immobilier haut de gamme indépendant. Je dirige ma propre entreprise, gère mes propres actifs et ne rends de compte à personne. Pour le monde extérieur, je suis très prospère. Mais pour ma famille, renoncer à un titre d'entreprise signifiait que j'étais un échec total. Ils croient sincèrement que je suis au chômage, que je vis de petits boulots et que je gère peut-être quelques immeubles d'appartements miteux juste pour survivre. Je ne les ai jamais corrigés. Pourquoi l'aurais-je fait? Leur ignorance était ma paix. Au lieu de combattre leurs insultes, j'ai commencé à tenir ce que j'appelle le grand livre des fantômes. C'est un carnet mental où j'enregistre chaque affront, chaque insulte, chaque dette émotionnelle que ma famille a accumulée au fil des ans. Chaque fois qu'ils me faisaient du mal, je faisais une entrée. Pas d'arguments, pas de cris, juste un décompte silencieux de leur toxicité. Le joyau de mon portefeuille est un Pantouse de luxe en plein centre-ville. Je l'ai acheté il y a 4 ans directement à un promoteur en faillite pour 1 500 000 € en espèces. C'était un espace complètement brut, juste des murs en béton et des fils apparents. J'ai passé 2 ans à le rénover méticuleusement. Des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ville, du marbre italien sur mesure, une technologie domotique intégrée à chaque recoin. Aujourd'hui, il est évalué à 5 200 000 €. Je le loue exclusivement à des clients d'entreprise et des célébrités fortunées pour 28 000 € par mois. C'est une machine à imprimer de l'argent et ma famille n'en savait absolument rien. Pour eux, Alaric était la seule réussite. Il a 36 ans, il est organisateur de galas et d'événements de luxe. Il porte des vêtements de marque, conduit une voiture de sport en leasing et cite des noms de personnes riches qu'il n'a rencontrées qu'une seule fois. Mes parents l'adorent. Mon père, Gaston, et ma mère, Rosalie, le traitent comme un roi. La réalité est qu'Alaric est endetté jusqu'au cou par ses cartes de crédit. Il vit entièrement sur des lignes de crédit à découvert pour maintenir une illusion de richesse extrême. Sa fiancée, Clarisse, est encore pire. Elle le pousse constamment à faire des vacances de luxe, des dîners coûteux et à acheter des sacs de créateurs. Ils sont faits l'un pour l'autre dans un enfer très superficiel et très coûteux. J'ai toujours su qu'Alaric était une imposture, mais j'ai gardé mes distances. Je vivais ma vie, percevais mes loyers,
développais mes investissements et restais silencieux lors des réunions de famille pendant qu'ils se moquaient de ma vie soi-disant pathétique. Je les ai laissés penser que je luttais. Je les ai laissés m'offrir 50 € de temps en temps par pitié, ce qu'Alaric s'assurait toujours d'annoncer à voix haute devant tout le monde. Le grand livre des fantômes ne cessait de grandir. J'étais parfaitement à l'aise d'être le personnage secondaire de leurs illusions. Mais Alaric a alors franchi une ligne que l'on ne franchit tout simplement pas. Il ne s'est pas contenté de m'insulter. Il ne s'est pas contenté de se moquer de ma carrière. Il a décidé que sa crise financière lui donnait le droit de voler ma propriété. Il a regardé quelque chose que j'avais bâti avec mon propre sang, ma sueur et mes larmes, et a décidé que cela lui appartenait. Il a pensé que j'étais trop faible, trop déprimé et trop stupide pour l'arrêter. Il a supposé que mon silence signifiait que j'étais une victime attendant d'être abattue. Il avait incroyablement tort. Avant d'expliquer exactement comment Alaric a essayé de me voler 5 200 000 €, vous devez parcourir le musée du mépris que ma famille a construit pour moi. Vous devez voir les entrées de mon grand livre des fantômes pour comprendre pourquoi je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité en regardant sa vie partir en cendres. L'entrée numéro 1 a eu lieu le jour où j'ai quitté mon emploi en banque d'investissement. Je suis allé chez mes parents pour le dîner, ressentant un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis 10 ans. J'ai apporté une bouteille de vin à 300 € pour fêter ça. Je me suis assis à la table et j'ai exposé mon plan d'affaires. J'ai expliqué comment j'allais me lancer dans la gestion de portefeuilles indépendantes, acheter des propriétés en difficulté, les rénover et générer des revenus passifs. J'avais des feuilles de calcul. J'avais des données. J'étais fier. Mon père, Gaston, a à peine regardé les papiers. Il a pris ma proposition commerciale magnifiquement reliée, a ricané et l'a jetée directement dans la poubelle de la cuisine. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu gâches une vraie carrière pour nettoyer les toilettes des autres. Tu es un fou, Aimé. Regarde ton frère. Alaric fréquente des milliardaires à ces galas, et toi, tu veux être un homme de ménage glorifié. » Il a ensuite pris le vin cher que j'avais apporté, l'a donné à Alaric et a dit, « Garde ça pour quelqu'un qui a vraiment quelque chose à fêter. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ramassé mon plan d'affaires dans la poubelle, essuyé le marc de café et je suis parti. Entrée enregistrée. L'entrée numéro 2 fut l'incident du portrait de famille. Il y a environ 2 ans, Alaric organisa un gala de charité grandiose. C'était un événement très médiatisé, et mes parents insistèrent pour que j'y assiste afin de soutenir l'enfant prodige. Je me présentais dans un costume sur mesure. Il était discret, mais incroyablement cher, le genre de luxe silencieux qui crie l'argent si l'on sait y regarder, mais il n'arborait pas un logo de créateur ostentatoire sur la poitrine. Donc, pour ma mère, Rosalie, il semblait bon marché. Nous nous sommes rassemblés pour une grande photo de famille sur le tapis rouge. Le photographe a pris la photo et je n'y ai pas pensé. 3 semaines plus tard, ma mère a encadré la photo et l'a accrochée au centre de leur salon. Je suis allé leur rendre visite et je me suis arrêté net. Elle m'avait littéralement recadré hors de la photo. Pas seulement recadré. Elle avait payé un professionnel pour reconstituer numériquement l'arrière-plan, de sorte qu'il semblait que je n'avais jamais été là. Quand je lui ai posé la question, elle a agité la main de manière dismissive. « Oh, Aimé, ne sois pas si sensible », a-t-elle dit sans lever les yeux de son magazine. Ton frère portait un smoking à 5 000 €, et ton costume avait l'air citerne. Cela gâchait l'esthétique de l'événement. Nous avions besoin d'une photo parfaite pour son profil professionnel. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai regardé la photo où j'avais l'habitude de me tenir. J'avais été effacé de ma propre famille parce que mon costume n'avait pas le bon nom de marque sur les boutons. Entrée enregistrée. L'entrée numéro 3 fut la plus préjudiciable, et elle impliquait directement Alaric. Alors que je rénovais le Pantouse de luxe avant qu'il ne devienne le chef-d'œuvre qu'il est aujourd'hui, j'ai acheté un vieux pick-up robuste pour transporter du bois, des cloisons sèches et des accessoires sur mesure. C'était un véhicule de travail, rayé et laid, mais le moteur était à l'épreuve des balles. Un week-end, Alaric m'a appelé en panique. Sa voiture de sport en leasing était au garage et il avait besoin d'un véhicule immédiatement pour transporter des fournitures d'événements vers un lieu. Contre mon meilleur jugement, je lui ai prêté mon camion. Il a promis qu'il ferait attention. Il a promis de le rendre ce soir-là. 3 jours se sont écoulés. Je n'ai pas pu le joindre. Finalement,
Mercredi matin, le camion a été déposé dans mon allée. Le pare-choc avant était complètement enfoncé. Le phare était complètement brisé et la portière côté passager était éraflée jusqu'au métal nu. Il avait embouti quelqu'un par l'arrière, paniqué, les avait payés en espèces pour éviter l'assurance, puis avait ramené mon camion en ruine chez moi. Il n'a pas frappé à ma porte pour s'excuser. Il n'a pas proposé de payer les réparations. Il a juste jeté les clés dans ma boîte aux lettres avec un post-it qui disait « Désolé pour la rayure. C'est juste un camion de merde de toute façon. Maintenant, tu as quelque chose à réparer puisque tu ne travailles pas. » Je me tenais dans mon allée, serrant ces clés si fort que mes jointures sont devenues blanches. La facture de réparation s'élevait à 4 800 €. J'ai payé de ma poche. Quand mes parents ont appris l'accident, mon père m'a même blâmé. Il a dit que je n'aurais pas dû prêter un véhicule aussi dangereux et laid à Alaric alors que je savais qu'il était sous beaucoup de stress à cause de son travail important. C'était ma faute si le camion était endommagé parce qu'il était probablement déjà cassé. Ce fut le jour où j'ai cessé d'essayer. Ce fut le jour où j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement toxiques. Ils étaient activement hostiles à mon existence. Ils voulaient que j'échoue pour qu'Alaric paraisse meilleur par comparaison. J'ai coupé tout accès émotionnel à ma vie. Je suis devenu une chambre forte. J'ai souri au dîner de famille, j'ai hoché la tête à leurs insultes et j'ai mis toute mon énergie à construire un empire dans l'ombre. Le grand livre des fantômes était plein. J'attendais juste le bon moment pour recouvrer la dette. Et Alaric, dans toute sa cupidité désespérée, était sur le point de me donner l'occasion parfaite. La chute absolue d'Alaric a commencé par une simple erreur administrative. J'utilise un service de courrier privé sécurisé pour tous mes documents professionnels, mais l'évaluateur fiscal de la ville a mis à jour son système et est en quelque sorte revenu à un ancien fichier d'adresse. Ils ont envoyé l'évaluation annuelle de l'impôt foncier pour le Penthouse de luxe directement chez mes parents, où je n'avais pas vécu depuis 15 ans. C'était un mardi après-midi quand mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait Alaric. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, gardant ma voix neutre. « Bonjour, Aimé », a dit mon frère, sa voix dégoulinant de condescendance. « C'est quoi ce document fiscal qui est arrivé chez maman et papa ? Il y a ton nom dessus, mais c'est pour un Penthouse du centre-ville. Tu travailles comme agent de sécurité pour cet immeuble maintenant ? Tu utilises leur adresse pour ton courrier ? » Mon cœur a fait un battement lent et lourd. Il avait vu le document. Il avait vu l'adresse, mais il n'avait pas encore vu la vérité. « Non », ai-je répondu calmement. Juste une erreur de courrier d'un ancien client pour qui j'ai fait du conseil. Jette-le à la poubelle. Oh, je l'ai déjà ouvert, a dit Alaric avec désinvolture, commettant un crime fédéral comme si de rien n'était. Valeur estimée 5 200 000 €. Waouh, imagine avoir ce genre d'argent. Dommage que tu te dépatouilles encore. Je vais le déchiqueter pour toi pour que tu n'aies pas à regarder des chiffres que tu n'atteindras jamais. Il a ri et a raccroché. J'ai posé mon téléphone et j'ai soufflé lentement. Il connaissait l'adresse maintenant. Je me suis immédiatement connecté au portail de la ville, j'ai corrigé l'adresse postale et j'ai pensé que ce serait la fin. J'ai gravement sous-estimé à quel point mon frère devenait désespéré. Au cours des semaines suivantes, la discussion de groupe familial est devenue une zone de guerre insupportable. La fiancée d'Alaric, Clarisse, publiait sans relâche des liens vers des bagues de fiançailles et des lieux de mariage. Elle a envoyé une photo d'une énorme bague en diamant. Seulement 80 000 €, a-t-elle tapé. Un petit prix à payer pour montrer à tout le monde à quel point mon futur mari a réussi. Nous devons absolument réserver la villa au lac de Caume pour la réception. Ma mère a immédiatement ajouté, bien sûr, ma chérie. Alaric ne mérite que le meilleur. Il travaille sur un projet énorme en ce moment. L'argent sera là. J'ai regardé les bulles de texte apparaître sur mon écran, sachant pertinemment qu'Alaric étouffait. J'avais fait une vérification discrète de ses antécédents il y a des mois par l'intermédiaire d'un ami enquêteur privé. Alaric était dans une situation profonde. Son score de crédit était détruit. Son entreprise d'organisation d'événements perdait des clients à cause de son arrogance. Et il esquivait les appels des créanciers. Clarisse le poussait vers un gouffre financier. Et mes parents l'encourageaient alors qu'il se rapprochait du bord. Il avait besoin d'argent, d'énormes sommes d'argent, et il en avait besoin rapidement. Il ne pouvait pas emprunter à une banque.
Ils ne pouvaient pas emprunter à nos parents car ils avaient investi leur retraite dans des rentes. C'était un prédateur acculé dans un coin, reniflant l'air à la recherche de nouvelles viandes. Et grâce à cette lettre fiscale, il avait senti une odeur. 2 semaines après l'appel téléphonique, à exactement 2 heures du matin un mardi, mon téléphone a vibré violemment sur ma table de chevet. Je suis un dormeur léger. J'ai pris le téléphone dans l'obscurité. C'était une notification push de mon système de sécurité domestique intelligent avancé. Alerte. Code d'entrée de la porte principale contournée aux Penthouse du centre-ville. Je me suis redressé dans mon lit. Le Penthouse était actuellement vacant. Mon dernier client d'entreprise était parti vendredi et l'équipe de nettoyage avait terminé lundi. Personne n'était censé être là. J'ai ouvert l'application de sécurité. J'ai des caméras cachées 4K haute définition installées dans chaque pièce principale de mes propriétés. Légalement divulguées dans mes contrats de location, mais invisibles à l'œil nu. J'ai tapé sur le flux du salon. La vidéo a mis en mémoire tampon pendant une seconde, puis la pièce sombre s'est éclairée. Quelqu'un avait allumé les lumières. Un homme se tenait au milieu de mon sol en marbre sur mesure. Il portait un trench coat de marque, tenait un appareil photo réflexe numérique professionnel et regardait autour de lui avec des yeux grands et avides. C'était Alaric. J'ai regardé en silence total depuis mon lit à des kilomètres de là, tandis que mon frère traversait ma propriété. Il a pris des photos des baies vitrées. Il a pris des photos de la cuisine de chef. Il est entré dans la salle de bain principale et a admiré la baignoire. Il ne se contentait pas de fouiner. Il prenait des photos pour une annonce immobilière. Il a passé 45 minutes chez moi. Il a testé la pression de l'eau. Il a vérifié l'espace des placards. Il ressemblait à un homme évaluant son propre ticket de loterie. Quand il est finalement parti, éteignant les lumières et verrouillant la porte, je n'ai pas appelé la police. Je ne l'ai pas appelé pour crier et exiger des réponses. Je me suis juste recouché sur mes oreillers, fixant le plafond dans l'obscurité. Il pensait avoir trouvé un secret. Il pensait avoir trouvé une mine d'or abandonnée qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre exploiter. Il ne s'est pas rendu compte qu'il venait de pénétrer directement dans une forteresse fortement armée, et que le propriétaire surveillait chacun de ses mouvements. Le jeu avait officiellement commencé, et j'allais le laisser jouer jusqu'au bout. Regarder Alaric fouiner dans mon Penthouse au milieu de la nuit était dérangeant. Mais ce qui s'est passé 3 jours plus tard a fait passer cette situation d'une violation bizarre des limites familiales à un crime grave. C'était un vendredi après-midi. J'étais assis à mon bureau à domicile, révisant les bénéfices trimestriels de mon portefeuille, lorsque mon application de sécurité a envoyé une autre alerte. Mouvement détecté au Penthouse du centre-ville. J'ai ouvert le flux en direct. Cette fois, Alaric n'était pas seul. Il est entré dans le salon, guidant 2 autres hommes. L'un d'eux portait un costume bon marché et brillant, tenait un presse-papier, c'était un agent immobilier. L'autre homme était plus âgé, vêtu de vêtements de luxe décontractés, portant une Rolex Daytona qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Il ressemblait à un acheteur avec de l'argent brûlant un trou dans sa poche. Appelons-le Évandre. J'ai augmenté le volume de l'audio. L'acoustique du Penthouse est incroyable, et les microphones cachés ont capté chaque mot parfaitement. Comme vous pouvez le voir, les vues sont complètement dégagées, a dit Alaric, faisant un grand geste vers le panorama comme s'il possédait l'immeuble. Les finitions sont de premier ordre. Je cherche à liquider cet actif rapidement. L'acheteur, Évandre, s'est approché de la fenêtre, clairement impressionné. C'est une belle propriété, Alaric. Mais pourquoi la vendre si loin en dessous de sa valeur marchande? 5 200 000 € est une aubaine pour cette superficie dans ce code postal. Qu'est-ce qui ne va pas avec? J'ai figé. Il l'a listé pour 5 200 000 €. C'était au moins 1 million d'euros en dessous de la valeur marchande actuelle. Il la vendait à un prix pour une vente rapide et désespérée en espèces. Rien ne va pas avec la propriété, a dit Alaric avec douceur, affichant son meilleur visage tragique. C'est une tragédie familiale. Honnêtement, la propriété appartient à mon jeune frère. Il a subi une grave dépression nerveuse, une dépression sévère, un isolement social complet. Il est complètement incapable. Il ne peut gérer sa propre vie, et encore moins ses finances. Il est au bord de la faillite. J'ai dû intervenir et prendre en charge ses affaires pour le sauver d'une ruine complète.
J'essaie juste de liquider cela pour couvrir ses frais médicaux et ses dettes avant que la banque ne saisisse la propriété. Je me suis assis à mon bureau, mon sang se glaçant. Je n'étais pas en colère. La colère est chaude et désordonnée. Ce que je ressentais était une clarté glaciale absolue. Il ne se contentait pas de voler ma propriété. Il effaçait ma santé mentale. Il instrumentalisait le faux récit que ma famille avait construit sur mon échec, l'utilisant pour me dépeindre comme un invalide mentalement brisé qui avait besoin de son frère prodige pour le sauver. Le courtier principal a hoché la tête avec sympathie. C'est très noble de votre part, Alaric. Nous avons tous les documents prêts. La procuration que vous avez fournie est très détaillée. Procuration. Dès qu'ils ont quitté le Penthouse, j'ai pris mon téléphone et appelé un détective privé que j'utilise pour les enquêtes de fonds sur les entreprises. Je lui ai donné le nom du courtier bon marché et lui ai dit de fouiller. En moins de 4 heures, j'avais un fichier crypté sécurisé dans ma boîte de réception. Il contenait l'accord de mise en vente et une copie numérisée de la procuration qu'Alaric avait soumise. J'ai ouvert le document et l'ai lu ligne par ligne. C'était un chef-d'œuvre de fraude. Il affirmait que moi, Aimé, souffrait d'une capacité mentale diminuée et ne pouvait plus prendre de décisions légales ou financières saines. Il accordait à Alaric une autorité pleine et illimitée pour gérer, vendre ou transférer mes actifs immobiliers. Et juste là, en bas de la dernière page, se trouvait ma signature falsifiée. C'était une copie décente de mon écriture, probablement tracée à partir d'une vieille carte d'anniversaire que je lui avais donnée, mais elle était complètement fausse. Le sceau du notaire appartenait à un homme dont la licence avait été suspendue 3 ans plus tôt. Il le faisait vraiment. Mon frère tentait de commettre une fraude par virement, une fraude immobilière et un vol d'identité, le tout réuni dans un paquet soigné et arrogant. Il avait trouvé un acheteur au comptant hors marché, un courtier véreux qui ne posait pas trop de questions, et il se précipitait pour conclure la transaction afin de mettre la main sur des millions d'euros pour payer sa fausse vie de luxe et la bague en diamant à 80 000 euros de sa fiancée. J'aurais pu appeler la police à ce moment-là. J'aurais pu envoyer une lettre de mise en demeure. J'aurais pu lui envoyer un SMS pour lui dire que je savais tout, mais je me suis souvenu du camion qu'il avait détruit. Je me suis souvenu du portrait de famille dont j'avais été exclu. Je me suis souvenu de mes plans d'affaires gisant dans la poubelle de la cuisine. Si je l'avais arrêté maintenant, ma famille aurait simplement trouvé des excuses pour lui. Ils auraient dit qu'il essayait juste d'aider, qu'il était confus, que j'exagérais. Ils auraient protégé l'enfant prodige. Non, l'arrêter ne suffisait pas. J'avais besoin qu'il franchisse le précipice si loin que la gravité ferait le reste du travail. J'avais besoin que sa destruction soit publique, indéniable et entièrement de son propre chef. J'ai décidé sur le champ de le laisser vendre mon Penthouse. Le lendemain matin, je me suis rendu dans le quartier financier pour rencontrer mon avocat immobilier personnel, Bastien. Bastien est un requin en costume sur mesure. Il gère toutes mes structurations et acquisitions d'entreprises. Je suis entré dans son bureau d'angle, j'ai laissé tomber le dossier crypté contenant la procuration falsifiée et le contrat de vente sur son immense bureau en acajou, et je me suis assis. Lisez-le, ai-je dit. Bastien a ajusté ses lunettes et a passé 5 minutes à lire les documents en silence total. Quand il a finalement levé les yeux, son expression était un mélange d'horreur professionnelle et d'incrédulité pure. Aimé, c'est scandaleux. C'est un aller simple pour la prison fédérale. Qui est cet idiot d'Alaric? Et réalise-t-il qu'il commet plusieurs crimes fédéraux de classe A? C'est mon frère aîné, ai-je répondu calmement. Bastien a levé un sourcil. Eh bien, votre frère est un. Je vais rédiger un ordre de cessation et d'abstention immédiatement. Nous contacterons la police, signalerons le titre de propriété au bureau du comté et le ferons arrêter pour faux et usage de faux d'ici la fin de la journée. J'ai secoué la tête. Non, ne l'arrêtez pas. Bastien s'est penché en avant, me regardant comme si j'étais celui qui avait perdu la raison. Aimé, il essaie de vendre un actif de 5 millions d'euros derrière votre dos. Si cela se conclut, ce sera un cauchemar juridique à démêler. Ça ne se conclura pas, lui ai-je promis. Je veux construire un pot de miel. Je veux qu'il croie que le piège est plein de fromage jusqu'à ce que la barre métallique lui brise le cou. Pouvons-nous contrôler le processus d'entièrcement sans qu'il le sache? Bastien m'a regardé un long moment. Un lent sourire prédateur s'est dessiné sur son visage. J'aime votre façon de penser. Laissez-moi voir qui gère le titre et l'entièrcement pour cette transaction.
Il a tapé sur son clavier pendant quelques secondes. D'accord. Ils utilisent un cabinet de premier ordre probablement choisi par l'acheteur au comptant. L'agent fiduciaire affecté au dossier est une femme nommée Delphine. Je la connais en fait. Elle est incroyablement pointue, très à cheval sur les règles. Tolérance zéro pour les bêtises. Appelez-la, ai-je dit. Bastien a mis Delphine en haut-parleur. Nous avons expliqué toute la situation. Nous lui avons envoyé ma véritable pièce d'identité, l'acte de propriété original, mes déclarations de revenus d'entreprise et mes relevés bancaires, prouvant que j'étais parfaitement sain d'esprit et très maître de mon empire. Nous lui avons montré les images de vidéosurveillance d'Alaric fouinant chez moi. Delphine était furieuse. Elle détestait la fraude. Elle a accepté de jouer le jeu. Nous avons établi les règles d'engagement. Delphine traiterait tous les documents d'Alaric. Elle le laisserait signer les documents préliminaires de clôture. Elle laisserait l'acheteur virer les fonds sur le compte séquestre, mais elle a mis en place un gel administratif dur et inébranlable sur l'exécution finale. L'argent ne parviendrait jamais à Alaric. L'acte de propriété ne serait jamais transféré. C'était une simulation de vente se déroulant dans un bac à sable entièrement contrôlé par moi. Le piège légal étant solidement mis en place, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert la discussion de groupe familial. Le contraste entre la réalité et leur délire était hilarant. Ma mère venait d'envoyer un paragraphe massif avec des émojis en forme de cœur. Tout le monde, j'ai une nouvelle incroyable. Alaric va conclure une énorme affaire immobilière de plusieurs millions d'euros vendredi prochain. Il a travaillé si dur et cela finit par payer. Il sauve une propriété en difficulté pour un client. Clarisse a répondu immédiatement. Je suis si fier de mon futur mari. Nous allons visiter les lieux de mariage au lac de Caume ce soir. La bague en diamant est en train d'être ajustée en ce moment même. Mon père a renchéri, le travail acharné et une vraie carrière sont toujours récompensés. Prends des notes, Aimé. Voilà à quoi ressemble le succès. Tu devrais demander des conseils de carrière à ton frère quand il aura une minute de libre. Je me suis assis sur mon canapé en lisant ces messages et j'ai éclaté de rire. J'ai tapé une simple réponse. Félicitations, Alaric. Cela semble être une très grosse affaire. Merci, Aimé, a répondu Alaric par SMS. Peut-être qu'un jour tu comprendras comment fonctionne le vrai marché. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour ton CV. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai jeté sur le canapé. Il était si incroyablement arrogant. Il croyait vraiment avoir déjoué le système, déjoué la loi et m'avoir déjoué moi-même. Il pensait que la fausse procuration était une baguette magique qui résoudrait tous ses désastres financiers. Il dépensait déjà l'argent dans sa tête. Il réservait des mariages en Italie et achetait des bagues à 80 000 € avec de l'argent fantôme. Le piège à souris était tendu. Le fromage était juste sur la gâchette. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'il le prenne. Et connaissant l'ego d'Alaric, il ne le prendrait pas discrètement. Il voudrait un public. Il voudrait que toute la famille le regarde prendre son prix, complètement inconscient que les mâchoires du piège étaient déjà refermées sur son poignet. Je me suis servi un verre du vin à 300 € que mon père m'avait jeté au visage il y a des années, j'en ai bu une gorgée et j'ai attendu l'invitation. Alaric ne pouvait jamais rien faire discrètement. S'il achetait un café, il voulait une parade. Alors, quand il a cru avoir réussi à me voler 5 200 000 €, un soupir de soulagement silencieux n'allait jamais être une option. Il avait besoin d'un couronnement. Mercredi, 2 jours avant sa fausse date de clôture, une élégante invitation numérique est arrivée dans ma boîte de réception. Elle était très élaborée, avec des graphiques en feuilles d'or et des polices de caractères élégantes. Vous êtes cordialement invité à un dîner de gala célébrant l'incroyable succès et les prochaines noces d'Alaric et Clarisse. Joignez-vous à nous pour une soirée de luxe, de gastronomie et une annonce spéciale concernant l'avenir de la richesse de notre famille. Samedi soir à 19 h, au Grand Hôtel Plaza, salle à manger privée VIP, tenue de soirée facultative mais normes strictement appliquées. 5 minutes plus tard, ma mère m'a appelé. « Aimé, as-tu reçu l'invitation ?» a-t-elle demandé, la voix serrée par l'anxiété. « Oui, maman. »« Bien. Tu dois venir. C'est la plus grande soirée de la vie de ton frère. Il conclut une affaire énorme vendredi et il a une grande surprise pour toute la famille samedi. Et Aimé, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, porte quelque chose de décent.
Ne nous embarrasse pas. Ne porte pas l'un de tes costumes bon marché. Si tu ne peux pas te permettre un smoking, je t'enverrai 200 € pour en louer un. Ne gâche pas l'esthétique de ton frère. J'ai regardé les chaussures en cuir sur mesure à mes pieds qui coûtaient plus cher que sa première voiture. Je m'assurerai d'être habillé convenablement, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne raterai ce dîner pour rien au monde. Oh, et Aimé, a-t-elle ajouté, son ton s'adoucissant dans cette fausse pitié qu'elle aimait utiliser. Essaie d'être heureux pour lui. Je sais que c'est difficile quand tu as tant de mal à le voir réussir si brillamment, mais la jalousie est une vilaine couleur. Souris et applaudis simplement quand il fera son annonce. Je sourirai, maman. Je te le promets. J'ai raccroché le téléphone et je suis entré dans mon bureau à domicile. J'ai ouvert mon coffre-fort en acier lourd et j'ai sorti un élégant porte-documents en cuir noir. C'était mon arme. Je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à assembler les munitions avec soin. Premièrement, la copie originale certifiée de l'acte de propriété du Pantouse de luxe, indiquant clairement mon nom, Aimé, comme seul propriétaire, libre de toute hypothèque ou privilège. Deuxièmement, mes déclarations de revenus des 3 dernières années, soulignant un revenu passif annuel de plus de 336 000 € provenant uniquement de cette propriété. Troisièmement, des impressions couleur haute définition des images de vidéosurveillance montrant Alaric et le courtier debout dans mon salon. Quatrièmement, une copie du document de procuration falsifié avec ma fausse signature encerclée à l'encre rouge. J'ai glissé chaque document dans des pochettes en plastique transparente à l'intérieur du dossier noir. Il était lourd. Il était absolu. Ce n'était pas une dispute. C'était une bombe nucléaire enveloppée de cuir noir. J'ai appelé Bastien une dernière fois pour confirmer notre calendrier. Tout est en place, m'a assuré Bastien. Delphine a reçu le dernier virement de l'acheteur sur le compte séquestre ce matin. Elle a mis en place le gel administratif. L'acte de propriété ne sera pas enregistré. L'argent ne sera pas viré du séquestre. Mais Delphine va envoyer à Alaric une notification automatique que le processus de clôture a été initié juste pour qu'il se sente à l'aise. Parfait, ai-je dit. A-t-il déjà demandé le paiement? Oui, Harry Bastien. Il a donné à Delphine les détails de son compte bancaire personnel pour le virement. Il pense qu'il recevra un virement direct massif lundi matin. J'ai remercié Bastien et raccroché. L'illusion était complète. Alaric allait se rendre à ce dîner de gala samedi soir en se croyant multimillionnaire. Il allait se lever devant nos parents, sa fiancée matérialiste et notre famille élargie. Et il allait jouer le rôle du sauveur riche et généreux. Il allait essayer de m'humilier une dernière fois en m'offrant des miettes du gâteau qu'il avait volé dans ma propre cuisine. Le samedi soir est arrivé. J'ai pris une longue douche chaude. Je me suis rasé avec soin. Je suis entré dans mon dressing et j'ai sorti un costume Armani sur mesure. Il était bleu nuit, taillé exactement à mes mesures et dégageait une puissance silencieuse et dangereuse. Je l'ai associé à une montre Patek Philippe que je gardais habituellement sous clé. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'avais pas l'air de l'échec déprimé et ruiné financièrement que ma famille pensait que j'étais. J'avais l'air d'un bourreau. J'ai pris le dossier en cuir noir, l'ai glissé dans ma mallette élégante et je suis sorti pour aller à ma voiture. Je n'étais plus en colère. Le grand livre des fantômes était enfin complet. Et ce soir, j'allais clôturer le compte pour toujours. J'ai conduit vers le Grand Hôtel Plaza, regardant les lumières de la ville défiler, prêt à assister aux funérailles les plus coûteuses que ma famille ait jamais vues. Les funérailles de l'enfant prodige. J'arrivai au Grand Hôtel Plaza à précisément 19 h. La salle à manger privée VIP était d'un luxe obscène. Des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés, projetant une douce lueur dorée sur la longue table en acajou. L'air sentait les viandes rôties chères, les truffes et le parfum lourd et sucré des cigares importés. Ma famille était déjà assise à la tête de la table, tenant la cour comme des rois. Mon père, Gaston, m'aperçut franchissant les doubles portes en chêne. Ses yeux parcoururent immédiatement ma silhouette de haut en bas. Il s'attendait au costume bon marché dont ma mère m'avait déconseillé de porter. Au lieu de cela, il vit le costume Armani sur mesure. Pendant une fraction de seconde, un regard d'absolue confusion traversa son visage. Il ne pouvait pas comprendre comment les chèques de la famille portaient un costume qui coûtait plus cher que tout son portefeuille boursier. Mais la confusion se transforma rapidement en son expression habituelle de léger dégoût.
Il supposa probablement que j'avais épuisé une carte de crédit juste pour faire semblant d'appartenir à leur présence. « Assieds-toi, Aimé », ordonna mon père, désignant une chaise vide à l'extrémité de la table, aussi loin d'Alaric que possible. « Essaie de ne pas boire trop de vin. Il coûte 300 € la bouteille. Nous ne voulons pas que tu t'habitues à des choses que tu ne peux pas te permettre. » Je pris ma place en silence complet. Je posai ma mallette élégante en cuir noir sur le sol juste à côté de mes chaussures cirées. Je regardai le long de la table. Alaric était assis à la tête, vêtu d'une veste de dîner en velours, tirant sur un épais cigare cubain. Sa fiancée, Clarisse, s'accrochait à son bras, portant une robe qui semblait faite pour un tapis rouge. Elle montrait déjà une nouvelle bague en diamant massive à ma mère, qui pleurait pratiquement de joie. Je commandai un verre d'eau pétillante et m'adossai. L'entrée arriva, des assiettes de caviar et de délicates pâtisseries, mais Alaric fit un geste de la main pour congédier les serveurs. Il se leva, tapant sa fourchette en argent contre son verre de vin en cristal. La pièce devint silencieuse. Tout le monde se tourna vers l'enfant prodige. « Famille », commença Alaric, sa voix résonnant avec une fausse humilité. « Ce soir est une nuit très spéciale. Comme vous le savez tous, j'ai travaillé sans relâche sur une transaction immobilière massive, un actif en difficulté qui avait besoin d'être sauvé. Ce fut une négociation difficile, mais aujourd'hui, j'ai vendu aux enchères avec succès un pantouse de luxe ici même dans la ville. » Ma mère haleta, joignant ses mains. « Oh, Alaric, c'est incroyable. » Alaric sourit, bombant le torse. « J'ai vendu votre pantouse de luxe aux enchères aujourd'hui, » dit-il, me regardant directement avec un sourire narquois qui me glaça le sang. « C'était une belle propriété, Aimé. C'est dommage que tu aies laissé ta santé mentale se détériorer au point de ne plus pouvoir la gérer. Mais ne t'inquiète pas, petit frère. Je suis intervenu. J'ai pris l'autorité légale pour te sauver d'une ruine financière complète. Et parce que je crois qu'une marée montante soulève tous les bateaux, je ne garde pas cette victoire pour moi. Je divise 5 200 000 € avec vous tous. » La table explosa. Mon père acclama. Clarisse embrassa Alaric passionnément sur la joue. Je suis resté assis là, mon visage un masque de pierre absolue. Alaric tendit la main dans la poche intérieure de sa veste de velours et en sortit une pile de chèques blancs impeccables. Il les avait déjà remplis. Il fit le tour de la table comme un roi distribuant des pièces d'or à ses fidèles paysans. « À maman et papa », annonça-t-il, laissant tomber 2 chèques sur leurs assiettes. 500 000 € chacun. Pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour avoir cru en ma carrière quand d'autres ne l'ont pas fait. Ma mère éclata en sanglots. Gaston prit le chèque, les mains tremblantes, fixant les zéros comme s'il regardait le visage de Dieu. « À ma magnifique future épouse, Clarisse », continua Alaric, lui tendant un chèque. 500 000 €. Pour payer le mariage de nos rêves au lac de Caume, et pour cette magnifique bague à ton doigt. Clarisse poussa un cri aigu, s'éventant avec le papier. « Et quant aux 3 700 000 € restants, » dit Alaric, revenant à sa place. « Je les retiendrai comme mes honoraires de gestion professionnelle, les coûts d'organisation d'événements et la compensation pour les immenses problèmes juridiques que j'ai dû traverser pour nettoyer le désordre d'Aimé. » Il finit par me regarder au bout de la table. Il tendit la main dans sa poche une dernière fois et fit glisser un petit chèque sur le bois poli. Il glissa et s'arrêta juste devant mon eau pétillante. 10 000 €, Aimé, dit Alaric d'un ton condescendant. Va prendre un cours d'informatique de base. Trouve un vrai travail. Arrête de vivre dans l'ombre. C'est ta deuxième chance. Ne la gâche pas. J'ai regardé le chèque. Je ne l'ai pas touché. J'ai lentement levé les yeux et rencontré ceux d'Alaric. J'étais sur le point de tendre la main pour prendre ma mallette, mais je n'ai pas eu à le faire. À cet instant précis, posé sur la table à côté du verre en cristal d'Alaric, son iPhone 15 Pro commença à vibrer violemment. Le vrombissement strident du téléphone d'Alaric a traversé le brouhaha festif comme une tronçonneuse. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. L'identification de l'appelant affichait le nom Delphine de la société fiduciaire haut de gamme. Un sourire arrogant et massif s'est étalé sur son visage. « Ah » a annoncé Alaric à voix haute, tenant le téléphone pour que tout le monde le voie. Ce doit être l'agent fiduciaire qui appelle pour confirmer que le virement final a été crédité sur mon compte. Silence, tout le monde. Je veux que vous entendiez tous ceci. Mets-le en haut-parleur,
Alaric, a pressé mon père, se penchant avec impatience. Que toute la famille entende ton succès. Alaric a appuyé avec assurance sur le bouton vert et a tapé sur l'icône du haut-parleur. Il a posé le téléphone au centre de la table. Bonsoir, Delphine, a-t-il dit, sa voix dégoulinante de charme. Je suis ici avec toute ma famille pour célébrer la clôture de la vente aux enchères. Dites-nous la bonne nouvelle. Les 5 200 000 € ont-ils été versés sur mon compte? Il y a eu une brève pause à l'autre bout de la ligne. Le silence semblait lourd. Puis la voix de Delphine a résonné dans la salle à manger privée. Elle n'était ni chaleureuse, ni de félicitations. C'était la voix métallique et tranchante d'un exécuteur testamentaire d'entreprise. Monsieur Conrad, a dit froidement Delphine. Vous n'avez aucun droit sur cet actif. Le sourire sur le visage d'Alaric s'est figé. Il n'a pas disparu. Il s'est juste bloqué en place comme un bug dans un programme informatique. Excusez-moi, a-t-il balbutié, laissant échapper un petit rire nerveux. Delphine, nous avons signé les documents vendredi. L'acheteur a viré l'argent. De quoi parlez-vous? Je parle de multiples chefs d'accusation de fraude fédérale, monsieur Conrad, a répliqué Delphine, sa voix résonnant sur les murs en acajou. Les documents de procuration que vous avez soumis à mon bureau sont falsifiés. Nous l'avons vérifié directement. Nous avons interrompu l'ensemble du processus de clôture. L'acte de propriété ne sera pas transféré et les fonds de l'acheteur sont renvoyés. Nous appelons le véritable propriétaire et nous contactons la police immédiatement. N'essayez plus de contacter ce bureau sans représentation légale. Clic. L'appel a été déconnecté. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le genre de calme assourdissant qui suit l'explosion d'une bombe, avant que les cris ne commencent. J'ai observé les réactions physiques se propager autour de la table au ralenti, d'une manière glorieuse. La main de Clarisse tremblait si violemment que son verre de vin en cristal s'est renversé. Le vin rouge à 300 € s'est répandu sur la nappe blanche immaculée, ressemblant exactement à du sang frais. Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur, prenant une teinte grise nauséabonde. Elle a laissé tomber sa fourchette qui a heurté son assiette en porcelaine avec un cliquetis aigu et terrifiant. Mais la meilleure réaction fut celle d'Alaric. L'enfant prodige était complètement brisé. Sa mâchoire pendait. Ses yeux étaient grands ouverts d'une terreur si pure qu'elle aurait sa place dans un film d'horreur. Le cigare cubain coûteux lui a glissé des doigts, a rebondi sur le bord de la table et a roulé sur le tapis, laissant une traînée de cendres grises. Alaric, a chuchoté mon père, la voix brisée, fixant le téléphone. Alaric, de quoi parle-t-elle? Que veut-elle dire? Les documents sont falsifiés. Alaric a dégluti difficilement. Il a regardé autour de la pièce comme un animal piégé. Je ne sais pas, a-t-il menti, la voix aiguë et fluette. C'est une erreur. C'est une erreur administrative. L'agence fiduciaire a dû mélanger les dossiers. Je les rappellerai lundi et je réglerai ça. Ne paniquez pas. Il a tendu la main pour prendre son téléphone, ses mains tremblant si fort qu'il a failli le faire tomber de la table. Mais avant qu'il ne puisse cacher le téléphone, j'ai finalement parlé. Ma voix était calme, posée, et a traversé la panique comme un scalpel. Elle n'a pas mélangé les dossiers, Alaric, ai-je dit, toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. J'étais assis confortablement, mes mains posées sur la table. Qu'est-ce que tu viens de dire, a exigé mon père, son visage virant au rouge, mêlant peur et colère soudaine. Reste en dehors de ça, Aimé. Ton frère fait face à une crise. Ce n'est pas une crise, papa, ai-je répondu, mes yeux fixés directement sur Alaric. C'est une scène de crime, et elle a les bons dossiers. Je le sais parce que c'est moi qui les lui ai envoyés. Alaric a cessé de respirer. Il m'a regardé, les dernières gouttes de sang quittant son visage. Quoi? Que as-tu fait? A-t-il chuchoté. J'ai lentement tendu la main et j'ai ouvert ma mallette en cuir noir. Le clic métallique a résonné bruyamment dans la pièce silencieuse. J'ai sorti l'épais dossier noir et je l'ai laissé tomber en plein milieu de la table. Il a atterri avec un bruit sourd et satisfaisant. J'ai fait exactement ce que tu m'as appris à faire, Alaric, ai-je dit doucement. J'ai laissé le vieux camion s'écraser. Je me suis juste assuré que c'était toi qui le conduisais. Mon père a tendu la main agressivement et a attrapé le dossier noir au centre de la table. Ouvre-le,
Gaston, ai-je ordonné calmement. Lis-le à voix haute pour la famille. Gaston a ouvert la lourde couverture en cuir. Le premier document à l'intérieur était enfermé dans une pochette de protection en plastique. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé, la voix tremblante. C'est l'acte de propriété original certifié du Pantouse de luxe du centre-ville, ai-je expliqué, sirotant mon eau pétillante. Regarde le nom du propriétaire, papa. Lis-le. Mon père a ajusté ses lunettes de lecture. Ses yeux ont parcouru le document légal. Propriétaire enregistré, Aimé Conrad, propriété exclusive, libre de tout privilège et hypothèque. Il m'a regardé, le visage déformé par la confusion. Je ne comprends pas. Alaric a dit que tu étais en faillite. Il a dit que la banque allait saisir cet endroit. J'ai acheté ce Pantouse il y a 4 ans, ai-je déclaré, projetant ma voix pour que chaque personne à table puisse entendre clairement. Je l'ai acheté directement à un promoteur en faillite. J'ai payé 1 500 000 € en espèces. Il n'y a pas d'hypothèque. Il n'y a pas de banque qui menace de le prendre. Tourne la page suivante, papa, ai-je commandé. Mon père a tourné la page avec des doigts tremblants. Ce sont mes déclarations de revenus d'entreprise, ai-je continué. Spécifiquement, les formulaires de l'annexe pour les revenus immobiliers locatifs. Regarde les chiffres surlignés en bas. Ce Pantouse génère 28 000 € par mois en revenus locatifs de la part de clients d'entreprises fortunées. C'est 336 000 € par an en revenus entièrement passifs. Mon entreprise de gestion de portefeuille indépendante, celle que tu as dit que je nettoyais des toilettes, a généré plus de 1 800 000 € de bénéfices nets l'année dernière. Ma mère a poussé un petit halètement étranglé. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger complet qui venait de s'introduire chez elle. Aimé, tu as des millions d'euros, a-t-elle chuchoté, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu avais des difficultés? À cause de la façon dont vous me traitez quand vous pensez que je n'ai rien, ai-je rétorqué, ma voix se durcissant. Mais ne nous laissons pas distraire par mon succès. Concentrons-nous sur l'échec d'Alaric. Tourne la page suivante, papa. Mon père a tourné la page. Il a fixé les impressions couleur haute définition de mes caméras de sécurité cachées. Les images montraient clairement Alaric et un courtier bon marché debout dans mon salon. Mon frère a découvert que je possédais la propriété grâce à un avis d'impôt mal acheminé, ai-je expliqué, regardant directement Clarisse, dont les yeux étaient grands ouverts d'horreur absolue. Il a réalisé que le Pantouse valait plus de 5 millions d'euros. Et parce qu'il est endetté jusqu'au cou par ses cartes de crédit, parce qu'il ne peut pas se permettre le mariage italien ou cette énorme bague en diamant que tu portes, Clarisse, il a décidé de le voler. C'est un mensonge, a crié Alaric, retrouvant soudain sa voix, il s'est levé, renversant sa chaise. Il ment. Il est malade mental. Tourne à la dernière page, papa, ai-je élevé la voix, dominant la panique d'Alaric. Mon père a tourné la page jusqu'au dernier document. C'était la procuration falsifiée. C'est le document qu'Alaric a soumis à la société fiduciaire, ai-je dit, pointant un doigt directement vers mon frère. Il a affirmé que je souffrais d'une dépression sévère. Il a affirmé que j'avais perdu la raison. Il a falsifié ma signature et a utilisé un notaire suspendu pour s'accorder une autorité légale complète pour vendre ma propriété. Il a orchestré une fausse vente aux enchères, a trouvé un acheteur au comptant et a essayé de liquider mon actif pour 1 million d'euros en dessous de la valeur marchande juste pour obtenir un paiement rapide aujourd'hui. Il est fou, a crié Alaric, me pointant du doigt, la sueur coulant sur son front. Maman, papa, ne l'écoutez pas. J'essayais de le sauver. On ne peut pas sauver quelqu'un qui possède la banque, Alaric, ai-je dit froidement. Tu es tombé directement dans un piège. Je savais tout de la fraude depuis le début. Mes avocats travaillent avec Delphine à la société fiduciaire depuis 10 jours. Nous t'avons laissé signer les contrats frauduleux. Nous avons laissé l'acheteur virer l'argent en séquestre. Nous t'avons laissé commettre de multiples crimes fédéraux sur papier, laissant une trace écrite indéniable. Et puis, 1 heure avant ce dîner, nous avons gelé toute la transaction. Tu n'as rien vendu aujourd'hui. Tu ne possèdes rien. Gaston a regardé la signature falsifiée sur le papier. Il a levé les yeux vers Alaric, ses yeux voyant enfin son enfant prodige pour ce qu'il était vraiment. Alaric, as-tu falsifié ceci ? A-t-il demandé, la voix complètement brisée. As-tu essayé de voler ton frère ? Alaric n'a pas pu répondre. Il est resté là,
respirant difficilement, piégé dans une cage de sa propre fabrication. Mais la meilleure partie de cette soirée, ai-je dit, me penchant en avant et posant mes coudes sur la table, ce n'est pas le fait qu'Alaric n'ait pas réussi à voler mon pantouse. Oh non. La meilleure partie est assise là, sur vos assiettes. J'ai montré du doigt les chèques blancs qu'Alaric avait distribués. Regardez ces chèques, papa. Regardez-les très attentivement. Si vous aimez cette révélation satisfaisante et voulez me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez laisser un commentaire disant « Je gagne ». C'est le code secret pour mes vrais spectateurs. Et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire avec ce mot-clé. Mon père a regardé le chèque posé à côté de son assiette. Il était d'un montant de 500 000 €. Son nom était clairement imprimé sur la ligne du bénéficiaire. Il m'a regardé, les yeux écarquillés par la confusion et une panique montante. « Que veux-tu dire, Aimé ? Qu'est-ce qui ne va pas avec les chèques ?» J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un prédateur regardant sa proie réaliser qu'elle était tombée dans une impasse. « Pensez-y, papa, ai-je dit lentement, en utilisant le ton condescendant qu'il avait utilisé avec moi pendant 34 ans. Alaric vient d'admettre que la société fiduciaire a annulé la transaction aujourd'hui. Ils n'ont pas libéré les fonds de l'acheteur. Les 5 200 000 € n'ont jamais quitté le compte séquestre. Ils n'ont jamais été déposés sur le compte bancaire d'Alaric. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer, les forçant à faire le calcul dans leur tête. Alors, ai-je continué, si l'argent de l'entiercement n'a jamais été versé sur son compte, d'où vient l'argent de ces chèques ? Clarisse fut la première à comprendre. Elle laissa tomber son verre de vin. Il se brisa sur le sol, éclaboussant de vin rouge ses chaussures coûteuses, mais elle ne le remarqua même pas. Elle fixa Alaric, le visage tordu d'une terreur absolue. « Alaric, murmura-t-elle, sa voix tremblant de manière incontrôlable. « Alaric, dis-moi que tu n'as pas écrit ces chèques à partir de ton compte courant personnel. » Alaric refusa de la regarder. Il fixait le mur, ses mains agrippant le bord de la table si fort que ses phalanges étaient complètement blanches. Il les a absolument écrits depuis son compte personnel, ai-je répondu pour lui. Il était si arrogant, si certain que sa fraude réussirait qu'il a écrit des millions d'euros en chèques personnels basés sur de l'argent fantôme qu'il pensait recevoir lundi. Je me suis levé lentement, ajustant les poignets de ma veste Armani. J'ai regardé directement mes parents. Ces chèques ne sont absolument pas garantis, ai-je expliqué. Son compte bancaire est complètement vide, probablement à découvert, ce qui signifie que chaque morceau de papier qu'il vient de vous remettre est sans valeur. Ils vont être sans provision. C'est juste une erreur, a crié ma mère, essayant désespérément de défendre son enfant prodige. C'est juste un problème de timing. Il peut simplement annuler les chèques. Il peut les annuler. J'ai acquiescé calmement. Mais le problème, c'est que l'émission de chèques de plusieurs millions d'euros que vous ne possédez pas réellement s'appelle la fraude aux chèques. C'est un crime financier majeur. Les systèmes automatisés de détection de fraude de la banque signaleront son compte au moment où ces chèques seront traités ou annulés. Ils gèleront tout son profil financier. Je me suis tourné vers Clarisse. Elle hyperventilait, se serrant la poitrine. Et Clarisse, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure dangereux. Tu as mentionné dans la discussion de groupe familial que tu mettais un acompte sur cette bague en diamant de 80 000 € aujourd'hui. Dis-moi, as-tu utilisé ce chèque pour garantir l'achat ? Clarisse laissa échapper un sanglot guttural horrible. Je l'ai déposé via l'application bancaire mobile juste avant que nous n'entrions dans le restaurant. Elle a crié, les larmes détruisant son maquillage coûteux. J'ai payé au bijoutier un acompte de 30 000 € avec ma carte de débit parce que je pensais que le chèque était en train d'être compensé. Je n'ai pas 30 000 € sur mon compte. Eh bien, ai-je dit, faisant semblant d'être compatissant. Quand ce chèque sera sans provision lundi matin, ton compte sera massivement à découvert. La banque fermera probablement tes comptes pour activité frauduleuse présumée, et le bijoutier te fera probablement arrêter pour vol par tromperie. Félicitations pour les fiançailles, au fait. Clarisse s'est jetée sur la table. Elle a attrapé Alaric par le col de sa veste en velours, hurlant comme une furie. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as menti. Espèce d'ordure. Alaric la repoussa, son visage se tordant en un rictus de colère. Tais-toi, a-t-il rugi. Il s'est tourné vers moi, ses yeux brûlant d'une haine pure et non dissimulée.
Il a contourné la table, les poings serrés, l'intention de m'attaquer physiquement. Tu m'as piégé. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. Je suis resté parfaitement immobile et les regardé droit dans les yeux. Fais un pas de plus, Alaric, ai-je averti, ma voix calme et mortelle. Fais un pas, pose un doigt sur moi, et les caméras de sécurité de cette salle VIP te filmeront en train d'agresser le témoin principal de ton enquête de fraude fédérale. Je porterai plainte pour coups et blessures ce soir. Je m'assurerai que tu attendras ton procès fédéral dans une cellule de prison de comté. Bouge. Je te défie. Alaric s'est arrêté net. Il respirait lourdement, sa poitrine se soulevant, mais la lâcheté au fond de lui a finalement pris le dessus. Il a reculé, ses mains tremblantes. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait complètement basculé. Pendant 3 décennies, il m'avait méprisé. Il s'était moqué de moi, m'avait exclu et m'avait traité comme un fardeau. Maintenant, je me tenais au-dessus des cendres de leur enfant préféré. J'étais le milliardaire dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence, et ils détenaient des chèques frauduleux qui pouvaient ruiner leur vie. J'ai ramassé ma mallette noire. J'ai regardé mon père, qui fixait le chèque sans valeur dans sa main comme si c'était un serpent venimeux. Bon appétit, papa, ai-je dit froidement. Assure-toi qu'Alaric paie l'addition. Il paraît qu'il a très bien réussi. Les retombées du dîner de gala furent complètement catastrophiques et se produisirent avec une rapidité presque effrayante. 2 semaines plus tard. Tout ce que j'avais prédit à cette table de dîner s'était réalisé. Mais la réalité fut bien plus laide que la théorie. Lundi matin, comme prévu, les chèques ont rebondi. Ils n'ont pas seulement rebondi, ils ont explosé dans le système bancaire. La banque personnelle d'Alaric a immédiatement signalé son compte pour fraude massive présumée. Ils ont gelé tous ses actifs, annulé ses cartes de crédit et l'ont bloqué de ses applications bancaires mobiles. Parce que Clarisse avait tenté d'encaisser son chèque de 500 000 €, sa banque a fait exactement la même chose pour elle. Elle s'est retrouvée bloquée dans une boutique de mariage haut de gamme lorsque sa carte de débit a été refusée pour un essayage de robe. Le bijoutier a appelé la police et elle a passé 6 heures dans un poste de police à expliquer qu'elle avait été escroquée par son propre fiancé. Elle a rompu les fiançailles ce soir-là, jetant la bague à 80 000 € directement à la tête d'Alaric devant leur immeuble. Mais la catastrophe bancaire n'était que l'apéritif. Le plat principal était Évandre, le riche acheteur au comptant qu'Alaric avait tenté d'escroquer. Évandre n'était pas un homme avec qui on jouait. Lorsque Delphine l'a informé que la transaction était frauduleuse et que son argent lui était rendu, Évandre a engagé une équipe de féroces avocats d'affaires. Ils ont intenté un procès civil massif contre Alaric pour fausses déclarations intentionnelles, fraude et rupture de contrat. Ils ont exigé 120 000 € de dommages et intérêts pour couvrir les frais juridiques d'Évandre, son temps et le coût d'opportunité perdu d'avoir son argent bloqué en séquestre. Alaric était entièrement ruiné. Il a été licencié de son agence d'organisation d'événements dès que le procès est devenu public. Personne dans le milieu des événements de luxe ne veut travailler avec un homme accusé de falsifier des documents fédéraux. Il a été expulsé de son appartement de grande hauteur parce que ses cartes de crédit étaient gelées et qu'il ne pouvait pas payer le loyer. L'enfant prodige, le riche sauveur de la famille, a été réduit à emballer ses vêtements de marque dans des sacs poubelles et à déménager dans le sous-sol non aménagé de la maison de mes parents. C'est là que l'appel téléphonique a commencé. C'était un jeudi après-midi. Je me tenais dans la cuisine du chef de mon Pantouse de luxe, la propriété même qu'Alaric avait essayé de voler, en me faisant un expresso. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Rosalie. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. « Bonjour, maman. » Aimé, a-t-elle sangloté bruyamment dans le combiné. « Aimé, c'est ton frère » a-t-elle pleuré. Il a tout perdu. Clarisse l'a quitté. Il a perdu son emploi. Et cet homme, cet Évandre, le poursuit en justice pour 120 000 €. Alaric n'a pas un sou. S'il ne règle pas ce procès, Évandre va réclamer des poursuites pénales. Il ira en prison fédérale. Aimé, tu as des millions d'euros. Tu nous l'as prouvé. S'il te plaît, paie juste les 120 000 €. Sauve ton frère. La famille s'entraide. J'ai marché jusqu'aux baies vitrées et j'ai regardé la ville s'étendre. L'audace était à couper le souffle. Même maintenant, après tout, il s'attendait à ce que je sois l'agneau sacrificiel. Maman, ai-je dit,
gardant ma voix complètement dénuée d'émotion. Te souviens-tu du grand livre des fantômes? Quoi, a-t-elle reniflé. De quoi parles-tu? Quel livre? C'est un carnet mental que je tiens, ai-je expliqué lentement. Un registre de dettes. Regardons quelques entrées, si vous voulez bien. Quand j'ai lancé mon entreprise, papa a jeté mon plan d'affaires à la poubelle et m'a traité de balayeur. Quand Alaric a organisé son gala de charité, tu m'as effacé numériquement de la photo de famille parce que mon costume n'était pas assez cher pour correspondre à ton esthétique. Quand Alaric a accidenté mon camion de travail, causant 4 800 € de dommages, papa m'a blâmé de le lui avoir prêté. Aimé, s'il te plaît. Tout ça, c'est du passé, a-t-elle plaidé, sa voix montant en panique. Nous parlons de la liberté de ton frère. Les frères se disputent. Les frères font des erreurs. Tu dois lui pardonner. Il n'a pas fait une erreur, maman, l'ai-je corrigé sèchement. Renverser du vin est une erreur. Falsifier un document légal, me déclarer mentalement incompétent et tenter de voler 5 millions d'euros est une attaque calculée. Il a essayé de détruire ma vie pour financer ses vacances. Mais tu as tellement d'argent, a-t-elle crié, laissant enfin tomber son numéro de mère triste et montrant sa vraie nature exigeante. 120 000 € n'est rien pour toi. C'est de la petite monnaie. Tu es égoïste et cruel. Tu fais ça juste pour le punir. Je ne le punis pas, maman, ai-je dit calmement. La loi le punit. Et vendre le punit. Les banques le punissent. Je refuse simplement de le protéger des conséquences de ses propres actions. Le compte émotionnel est gravement à découvert. Je n'accorde plus de crédit à cette famille. J'ai raccroché le téléphone. J'ai ouvert mes contacts, sélectionné ma mère, mon père et Alaric, et j'ai bloqué tous leurs numéros de façon permanente. La lâcheté de mes parents, leur besoin désespéré de protéger le fils qui les a maltraités tout en attaquant le fils qui leur a survécu, fut la confirmation finale dont j'avais besoin. Le grand livre des fantômes était officiellement clos. 6 mois se sont écoulés depuis le désastre au dîner de gala. La poussière est enfin retombée, et le paysage de ma famille est complètement méconnaissable. Alaric ne s'est jamais remis. Sans mon argent pour le tirer d'affaire, les avocats des vendeurs l'ont absolument décimé. Alaric a été contraint de déclarer une faillite complète. Son score de crédit est inexistant. Le bureau du procureur de district a repris l'affaire de fraude concernant la procuration falsifiée. Parce qu'Alaric n'avait pas de casier judiciaire antérieur et parce que la transaction avait été interrompue avant toute conclusion, il vit toujours dans le sous-sol non aménagé de la maison de mes parents. Il ne peut obtenir aucun emploi dans la finance, l'organisation d'événements ou tout autre secteur d'entreprise car il échoue à toutes les vérifications d'antécédents. J'ai appris par un cousin éloigné qu'il travaille actuellement de nuit dans un entrepôt, chargeant des cartons sur des palettes. Les costumes de marque ont disparu. La voiture de sport en leasing a été saisie. Le sourire arrogant a été définitivement effacé de son visage. Mes parents sont malheureux. Ils avaient lié toute leur identité au faux succès d'Alaric. Et maintenant, ils sont obligés de se cacher de leurs amis fortunés, trop embarrassés pour expliquer pourquoi leur enfant prodige est en faillite et balaie des sols. Ils ont essayé de me rendre visite une fois, se présentant sans préavis à ma propriété de banlieue pour exiger que je leur parle. Mon équipe de sécurité privée les a escortés hors des lieux avant même qu'ils n'atteignent le porche d'entrée. Ils n'ont pas essayé de me contacter depuis. Quant à moi, je suis exactement là où je veux être. Le Pantouse de luxe est toujours à moi. L'acte de propriété reste inchangé, bien verrouillé dans mon coffre-fort. En fait, en raison d'un afflux massif de cadres technologiques s'installant dans le centre-ville, j'ai récemment augmenté le loyer. La propriété génère maintenant 32 000 € par mois. J'ai utilisé le capital supplémentaire pour acheter un immeuble commercial boutique dans le quartier des Arts, élargissant encore plus mon portefeuille. J'ai une liberté financière complète, une tranquillité d'esprit absolue et zéro bruit toxique dans ma vie. Hier soir, je me tenais sur le balcon du Pantouse de luxe. Le client d'entreprise qui louait l'espace était en déplacement, et je faisais une inspection de routine des systèmes domotiques. Je me suis versé un verre de vin rouge lourd et cher. Je me suis appuyé contre la balustrade en verre et j'ai regardé les rues de la ville en dessous, observant les minuscules voitures se déplacer comme des fourmis à des milliers de pieds en contrebas. J'ai pensé à Alaric. J'ai pensé au piège que j'avais tendu.
J'ai pensé à la facilité avec laquelle j'aurais pu l'appeler la nuit où il a fait irruption, lui crier dessus, le menacer, l'arrêter avant qu'il ne franchisse le point de non-retour. J'aurais pu le sauver de lui-même. J'aurais pu protéger mes parents du chagrin ultime de voir leur fils préféré détruit. Mais en sirotant le vin, sentant le vent frais du soir sur mon visage, j'ai réalisé que je ne regrettais absolument rien. Parfois, pour protéger l'intégrité de votre propre système, vous devez complètement isoler le logiciel malveillant. Vous devez laisser le virus suivre son cours dans un environnement contrôlé afin de pouvoir le supprimer définitivement sans endommager votre propre disque dur. Ils ont passé 34 ans à me traiter comme si j'étais invisible. Alors, j'ai utilisé mon invisibilité pour construire un mur qu'ils ne pourraient jamais escalader et un piège dont ils ne pourraient jamais s'échapper. Mais cela me laisse une question persistante. Et c'est là que je me tourne vers vous, le jury d'Internet. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre manuscrite de ma mère. Elle faisait 10 pages, tachée de larmes. Elle m'a traité de monstre de sang-froid. Elle a dit que j'avais délibérément orchestré la destruction de ma propre chair et de mon propre sang. Elle a soutenu que, parce que je connaissais la fraude depuis le début, j'avais une obligation morale d'arrêter Alaric avant qu'il ne ruine sa vie. Elle a dit que tendre le piège était bien plus maléfique que sa tentative de me voler, car il avait agi par désespoir financier tandis que j'avais agi par pure vengeance calculée. Elle a dit, j'ai brisé la famille exprès. Alors, je dois vous demander à tous, ma mère dit que je suis un monstre impitoyable et sanguinaire qui a poussé son frère à la faillite et à un casier judiciaire au lieu de le prévenir. Mais je dis que j'ai simplement laissé un prédateur entrer dans une cage qu'il avait construite de ses propres mains et que j'ai juste fermé la porte derrière lui. Qu'en pensez-vous? Suis-je une personne cruelle qui est allée trop loin et a détruit sa famille par vengeance? Ou ai-je simplement pris du recul et laissé le karma achever le travail qu'il avait commencé?